Ouais, il y a peut-être un nom ou deux que je trouve un peu compliqué dans le top 5, mais sinon, je pense que globalement, je les bats tous. C'est pas le public qui va à l'hosto quand vous avez une commotion cérébrale, c'est pas le public qui... Voilà, Petr Yan devait combattre Song Yadong, il s'est blessé, et on m'a proposé Song Yadong. Et donc, je me suis dit, bon, on me prend un peu au sérieux quand même. Je ne vais pas parler pour eux, mais souvent, ton ancienne équipe n'a pas trop envie que tu gagnes, quoi. Même inconsciemment. Et on va dire, on lui souhaite le meilleur, mais il y a un petit truc dans le fond. Si tu où performes, ça valide aussi le fait que tu as fait un bon choix de partir. c'est Donc. ça, exactement. Donc, du coup, c'est un peu plus simple quand le gars se casse la gueule, tu vois. Moi, je mets le challenge sportif avant l'argent. C'est-à-dire que faut bien sûr qu'il y ait un équilibre entre les deux. Si tu me dis, je vais te payer 1 000 € par combat, bon, c'est compliqué. Ça marche pas, tu vois. Ouais, je pense que je peux tous les battre. De retour, encore un lundi, encore une interview. La semaine dernière, du coup, c'était Nassim Bellouachi, encore une fois à l'US Metro. Cette semaine, on est avec Taylor, Double Impact Lapillus. Salut. Salut. Très content de faire cette interview. Moi aussi. Pourquoi je suis très content de faire cette interview? Parce qu'on peut la commencer comme ça. Prochain combat dans un mois, comment ça va? C'est assez rare. Écoute, ouais, ça va bien. Prochain combat bientôt. Voilà, ça arrive, on est à 6 semaines là. Basharat. Fight, ouais, Farid Basharat. Et puis voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, donc je suis content. Premier fun fact, je voulais commencer par ça, j'ai remarqué un truc assez intéressant. Tu me coupes si je me trompe, mais ce sera ton premier combat aux États-Unis. C'est ça, exactement. Et je trouve ça assez important à souligner, vu ton palmarès et ton record. Enfin, c'est assez étonnant, surtout, ça va être ton 5e combat à l'UFC, du coup. Ouais. Et premier aux États-Unis. Non, 6e. Il y a eu 4, 5, oui, c'est le 6e. Ouais. Combat, il y en a eu 4 dans ton premier run, à l'UFC Paris récemment. Il aurait pu en avoir un autre parce que tu devais déjà être sur la carte de l'UFC d'avant, mais tu t'étais blessé, il me semble, à la main. Sur l'UFC Paris 1. l'UFC Paris 1, ouais, exactement. Et donc voilà, je m'étais blessé, donc j'avais pas pu participer. Et puis j'ai recombattu l'année d'après sur l'UFC Paris 2. Et alors, commençons par ça. Je sais pas si tu as déjà fait une interview post-UFC, mais c'est quoi le ressenti? Comment ça s'est passé? Il y a eu cette super musique d'entrée. Déjà, c'était un truc que tu avais prévu? Alors, je ne l'avais pas forcément prévu. Je pensais pas que... Enfin, je l'avais prévu, oui. Maintenant, je ne pensais pas qu'il y avait... beaucoup de gens m'ont dit, il a fait comme John Jones et tout. Moi, je ne l'ai pas vu comme ça. C'était plus pour les Français, quoi. Ouais, c'était plus pour les Français et c'était plus un truc qui me parlait et qui me touchait à moi, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que j'avais fait 4 combats. Je suis sorti après mon premier run. Jusqu'aujourd'hui, j'ai pas trop de réponse à pourquoi, tu vois, mais en tout cas, voilà, la sensation que j'avais eue, c'était retour à l'UFC, retour chez moi à Paris, devant mon public. Donc c'était, je pense que parfois quand tu mets une musique, il faut qu'elle te parle aussi, il faut qu'elle ait une signification pour toi, ou alors qu'elle te mette dans un certain mood pour pouvoir faire le combat. Et moi, elle avait clairement une signification. C'était vraiment le retour à la maison parce que c'était Paris, chez moi, et en même temps, retour à l'UFC. Donc, je pense que ça correspondait bien. C'était un choix parfait. Enfin, en tant que spectateur, quand tu as suivi un peu toute ta carrière, moi, franchement, ça a fait plaisir parce que dans le contexte, c'est vraiment le sentiment en plus que j'avais. Enfin, Taylor dans une cage à l'UFC. Je voulais justement parler de ça aussi. Il y a beaucoup de gens en fait qui pense que peut-être même tu n'as fait qu'un combat à l'UFC ou tu es un jeune combattant, prospect entre guillemets, mais on n'en est plus vraiment à ce niveau-là. Je voulais savoir si ce qui s'était passé au final c'est un mal pour un bien. Parce que tu te retrouves dans ton prime physique, dans la meilleure orga du monde, qui a le vent en poupe, dans une catégorie que je trouve hyper compétitive et ouverte. C'est quoi ton ressenti là-dessus au final, maintenant 5 ans après, 6, plus même parce plus que ça. Plus que ça, et mon ressenti c'est que... c'est ce qui doit se passer, c'est écrit, tu sais, je suis croyant et tout, et je pense que en vrai, c'est pas moi qui décide. Et du coup, je blâme pas forcément une contrariété, parce que si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Moi, que je comprenne pas la signification, ça ne regarde que moi, quoi. Mais je prends vraiment les choses comme ça, et je pense que malgré tout, parfois il se passe quelque chose dans ta vie que tu vois négativement, mais qui finalement n'est pas si négatif que ça. Et parfois, c'est juste des épreuves, quoi, tu vois, où on t'éprouve et après, il faut juste répondre présent par la suite. Et voilà, mais je ne suis pas du tout un jeune combattant. On pourrait presque même considérer que bientôt, je serai dans les vétérans. J'ai signé à l'UFC sur mon premier run en 2014. Ouais, 2014.
On va être en 2024, je suis encore à l'UFC. Enfin, j'avais le permis depuis 1 an. Là, c'est Bon, ouais, c'est ouf de penser ça. Moi, parfois, ce que je me dis, c'est que la plupart des combattants avec lesquels qui étaient de ma génération, quand on combattait et tout, il y en a beaucoup qui ont arrêté entre-temps, ou qui combattent plus, ou qui sont sur la fin, tout ça. Et je suis content parce que malgré tout, j'ai quand même eu une bonne longévité, j'ai pas pris trop de dégâts, ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens encore en forme, encore compétitif. Et je suis bien, quoi. Tu vois, j'ai pas accumulé des dégâts et autres, et je suis encore bien dans ma carrière, prêt à faire un autre UFC. Ton style de combat, justement, je le trouve qu'il a pas mal évolué. Je me suis refait quelques combats ce week-end. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est généralement l'inverse qu'on voit, mais je te trouve aujourd'hui plus mobile. Alors je sais pas, c'est ce qui m'a... Je regardais le combat, son nom m'échappe, contre le Japonais que tu avais affronté, il me semble, en 2015. Et comparativement, j'ai regardé aussi ta victoire à RS5, il me semble, contre Peña, quand tu as gagné la ceinture. Et juste dans le style et les déplacements, j'ai trouvé, même au niveau de la garde et de plein de choses, que tu avais un style pas complètement différent, mais qui avait quand même beaucoup évolué. Est-ce que tu peux m'en dire quelque chose? Tu as travaillé sur des points précis ou c'est vraiment l'expérience au fil du temps? Après j'ai évolué, et puis c'est surtout, je pense, l'expérience au fil du temps. Je ne suis plus le même combattant, forcément, donc je ne m'entraîne plus de la même manière aussi. Ma vision du MMA a beaucoup changé. Ma compréhension du MMA également, parce que par le métier de consultant que je fais sur le MMA, donc c'est des choses qui t'amènent une autre vision, et cette vision-là, tu l'adaptes à ton entraînement. Et puis je suis plus entouré aussi des mêmes personnes, donc après, forcément, ton entourage et la manière d'entraîner peuvent influer sur le style de combat que tu vas avoir. Donc je pense qu'il y a aussi peut-être tout ça qui joue. Et il y avait aussi quelque chose que je voulais souligner, parce que alors tu souffres pour des gens du milieu comment dire, de pas forcément être le plus spectaculaire dans la cage, mais je suis pas d'accord à cause d'un point que je trouve hyper sous-coté dans ton style, c'est tes genoux. Je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'en fait, en regardant, j'ai vraiment l'impression que c'est une genre de kryptonite chez pas mal des gars que tu as affrontés, où quand tu touches avec les genoux, il se passe quelque chose. Est-ce que j'ai faux, ou est-ce qu'il y a vraiment, je vais pas dire un coup spécial ou quoi que ce soit, mais j'ai remarqué que tes adversaires étaient souvent gênés quand tu connectes avec tes genoux. On l'a vu aussi, c'est comme ça que tu as pris le titre à Arès, déjà par le passé à l'UFC, et même plus récemment à l'UFC Paris, en clinch, ça avait connecté 1 ou 2 fois. Est-ce que c'est une de tes armes secrètes Ouais, c'est une favorites? de mes armes secrètes. Après, il y a plein de trucs, mais en fait, je pense que en fait, si tu veux, les gens, ils comprennent le Oui, chaos, tu vois. bien sûr. Même les soumissions, un petit peu plus maintenant, on se rend compte que les gens, ils comprennent beaucoup plus les soumissions, et donc du coup, commencent à apprécier le travail au sol et le travail de soumission. Mais globalement, ce qui est simple à lire, c'est tu prends un Il lui est coup, tu rentré, il lui a tombes, tu arraché la dors, tu tête. finis en croix par terre, et puis ça, c'est très clair pour tout le monde. Donc du coup, les gens apprécient plus ce genre de choses. Et par contre, quand tu vas être un peu plus technicien, entre guillemets, là, on peut trouver que c'est un peu plus chiant. Donc, je pense que le style de combat que j'ai va plus parler vraiment aux connaisseurs de MMA que aux fans lambda. Le fan lambda, lui, va se dire, bon, il a gagné, mais en fait, son style me fait chier, quoi. Concrètement, à l'UFC Paris, tu as dû utiliser toutes les cordes disponibles. Ouais, Enfin, toute la techniquement, c'est ça. c'était un combat technique et stratégique, parce que je voyais où il voulait m'emmener, dans quoi il voulait m'emmener pour pouvoir scorer le combat et le gagner. Il savait qu'il n'allait pas forcément me finir ou me connecter, mais par contre, il essayait stratégiquement de me verrouiller et de gagner le combat juste sur des temps de contrôle. Donc stratégiquement, c'était très malin de sa part. Et je pense qu'il faut quand même avoir la compréhension sur ce qui est en train de se passer, parce que parfois, vous pouvez subir la stratégie de quelqu'un sans même vous en rendre compte. Donc je pense qu'il faut comprendre et ensuite mettre quelque chose en place pour pouvoir contrer cette stratégie-là. Donc après, voilà, visuellement, parfois, ça rend pas forcément un truc très très top ou très divertissant, mais je pense qu'il faut équilibrer la balance entre gagner et perdre, et entre gagner et faire le show et perdre, parce que il y a un truc que j'ai compris au fil du temps et avec l'expérience que j'ai acquise, c'est que en fait, si votre style est spectaculaire, gardez un style spectaculaire. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée de vouloir changer son style pour le public. Non, bien sûr, il Parce peut que venir. c'est ce même public qui va aimer, il va pas aimer quand ça coince, quoi. Et puis, c'est pas le public non plus qui signe Et c'est les pas le contrats. public qui signe les contrats, c'est pas le public qui va à l'hosto quand vous avez une commotion cérébrale, c'est pas le public qui... Voilà. Donc, le public est là, il vous donne une énergie.
il vous donne une vraie force, mais je pense qu'il faut quand même faire attention à bien filtrer et que ça reste toujours que positif et pas changer son style ou rentrer dans des mauvaises stratégies juste pour pouvoir faire plaisir aux gens parce que je pense vraiment que ça peut se retourner contre vous et qu'il faut être très vigilant sur ça. Et à Paris, justement, est-ce que tu avais une pression particulière dans le sens où, au final, on ne va pas se mentir, il y avait quand même beaucoup à perdre sur ce fight. Est-ce que ça a joué aussi peut-être sur le fait que tu sois... moi, je t'ai trouvé ultra technique et c'était passionnant à voir, mais j'avais vraiment cette question pendant l'event, c'est est-ce qu'il stresse plus que d'habitude de la défaite par rapport à ce que ça pouvait impliquer, le temps que tu as pris à revenir à l'UFC, etc. Tu as enfin ta chance. Là, on se retrouve là, la salle elle est pleine d'un adversaire qui est très vocal. Comment tu as géré tout ça? En fait, alors comment j'ai géré tout ça? Je savais qu'il y avait plein de paramètres qui allaient être contre moi. Le retour à l'UFC, le fait que je n'avais pas combattu depuis longtemps, le fait que j'avais changé d'équipe, le fait que mon ancienne équipe est là aussi. Donc ça crée toujours des tensions, tu vois, mais vous vous croisez, tu sens que l'ambiance n'est pas top. Et puis souvent, je ne vais pas parler pour eux, mais souvent, ton ancienne équipe n'a pas trop envie que tu gagnes, quoi. Même inconsciemment. Et on va dire, on lui souhaite le meilleur, mais il y a un petit truc dans le fond. Si tu performes, ça valide aussi le fait que tu as fait un bon choix de partir. C'est ça, exactement. Donc, du coup, c'est un peu plus simple quand le gars se casse la gueule, tu vois. Et donc, du coup, il y a tout ça qui joue et qui peut te mettre un espèce de petit rat dans la tête et tu te dis, bon, je ne suis pas à l'aise. Après, il y a aussi le fait que l'adversaire change à la dernière minute. Il y a le fait que je suis rentré dans le combat. J'ai été signé sur l'UFC Paris dans les derniers. Ouais, je crois, dans l'avant-dernier, c'était avant Morgan, donc dans les derniers combats. Donc, du coup, la fenêtre, elle était un peu courte. Le dernier ordre, c'était Nora, il me semble, toi et Morgan. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Morgan en dernier, ça c'est certain. Ouais. Et moi, juste avant Morgan. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au final, quand tu regardes, et puis le changement d'adversaire, et l'adversaire qui chauffe le public et tout ça. Du coup, j'ai reçu une vague de messages où les gens personnalisaient un peu le truc en disant « il nous a insultés, tu ne peux pas laisser passer ça ». Bien sûr. Après, c'était parfait pour moi. C'est une énergie, on t'envoie une énergie de malade, mais en même temps, on t'envoie une responsabilité de malade parce que de la même manière où on te dit « casse-lui la tête » et tout, si tu te loupes, on va se dire « punaise, il nous a mal représenté ». Tu vois. Donc, tous ces petits trucs-là, mis bout à bout, c'est plein. Il n'y a pas un gros truc dans tout ce que je viens de citer, mais c'est plein de petites choses qui, mis bout à bout, peuvent faire une grosse chose et qui font que tu peux perdre tes moyens, tout ça. Donc après, moi, ce que je fais, c'est que je cloisonne beaucoup et en gros, je fais en sorte que rien ne me perturbe, tu vois, de vraiment rester concentré et que je l'ai vu à l'UFC. Ne rien laisser me perturber. Peu importe ce qui se passe, tu vois, je peux voir n'importe quoi sur le côté, j'ai juste regardé devant moi, tu vois. Mais du début à la fin de la semaine, ce que j'avais vu du mardi au samedi, tu étais très focus. Après, c'est toujours ce que je fais pendant les Fight Week, c'est-à-dire que je suis très ouvert et tout, hors Fight Week, tout ça, mais dès que j'arrive dans la Fight Week, je suis dans un espèce de conditionnement un peu mental. Et puis, il y avait mon coach mental, Eric Cara, qui était avec moi, donc du coup, ça permettait aussi de parachever tout ça, tu vois, et de se concentrer sur le combat parce qu'il y a aussi un travail mental à faire sur le combat, parce que malgré tout, c'est pas quelque chose de naturel en soi de rentrer dans une cage et de se battre entre guillemets avec quelqu'un, quoi, tu vois. Donc il y a quand même un truc psychologique où se dire ok, j'ai rendez-vous telle date à telle heure devant tant de personnes à tel endroit avec un gars qui me veut du mal, quoi, tu vois. Et ça, il faut le digérer psychologiquement et s'y préparer pour pouvoir être le plus serein possible. Et je pense qu'à haut niveau, c'est aussi ce qui va faire la différence, c'est la sérénité qu'on va avoir quand on va aborder le combat. Et c'est ce que j'essaie d'avoir. Donc c'est pour ça que tout le reste, tout ce qui pouvait être assujetti à me causer du stress et tout, j'ai essayé de le bloquer, de le verrouiller. Ça a bien marché. Je pense que ça, je pense que ça a été globalement. J'ai eu, honnêtement, j'ai tout bloqué. J'ai réussi à tout verrouiller. Et le seul truc qui m'a mis une petite pointe de stress, c'est après la pesée, quand il a chauffé tout le monde et tout, et que j'ai reçu les messages des gens. Ouais, non, tout ça. J'ai eu un petit pic d'adrénaline parce que c'est le dernier face-à-face que tu as avec le gars et tout. Donc, et où le lendemain, vous allez combattre. Mais c'est vrai que ça, c'est le seul truc que je n'avais pas prévu, tu vois.
Donc, du coup, comme je ne l'avais pas anticipé, c'est le seul truc qui m'a un petit peu. Tu vois, on est vite revenu dans. Moi, je l'ai pris dans le bon sens. Je me suis dit, Il ça est va le revenu dedans, déconcentrer lui. tu vois. Il aurait mieux fait de mettre son énergie Ouais, sur après, lui, de Taylor. son côté aussi, Tu vois, il avait un truc à gérer. Hein, il avait un truc à gérer. Même dans l'hôtel, alors j'ai eu la chance vite fait de. Bah, là, c'était cordial parce qu'il jouait dans son rôle, donc on a rigolé et tout. Mais on voyait même que bah, nous, on est des médias, donc c'est différent. Mais même les Français qui étaient présents dans l'hôtel mais qui combattaient pas, le regardaient mal, etc. Ouais, Donc, forcément. Bah oui, il y a un truc qui se crée directement, tu vois. Et du coup, voilà. Mais c'est le seul truc où j'ai eu tu vois, une petite piqûre en me disant, putain, faut faire gaffe quand même. Je dois le gagner ce fight. Hein. Je peux pas me louper, tu vois. Et tu l'as gagné. Et sur cette même carte, il y a un autre Bantam qui a gagné. Ouais. Et vous allez vous retrouver le C'est 13 janvier prochain à Vegas. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai eu cette impression-là. En fait, on s'est croisés dans les couloirs plusieurs fois. Et tu sais, le mec, il regardait, il est très en tout cas, alors je sais pas s'il est très hautain, mais en tout cas, il fait très hautain. Et il regardait un peu de haut, quoi, tu vois. Et donc, du coup, moi, je le regardais, et je sais pas qui c'était au départ. Je connaissais son frère, mais lui, non, tu vois. Ensuite, après, du coup, le taf de consultant est arrivé. Je dis, attends, mais qui c'est ce gars? Donc, je commence à regarder tout ça. Je me suis dit, ah, ok. Donc, j'ai vu ses combats à l'octagone et tout ça. Avant même que. Qui signe à l'UFC? Non, ce que je veux dire, c'est que. Avant même que je sache que j'allais le combattre, tu vois. Ah oui, bah après, dans le classement, ça collait bien aussi. Tu vois. Donc, j'ai regardé et tout ça. J'ai dit, ok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, quand il faisait son cut, il a eu un cut un peu dur le vendredi soir. Donc, quand ils étaient dans la salle pour cutter, moi, je m'entraînais. Et tu sais, les mecs, ils regardaient tout ça, ce qu'on faisait et tout. Et je me suis dit, ils regardent beaucoup quand même, tu vois. Après, peut-être, sait-on jamais, un jour, on va s'affronter, tu vois, pourquoi pas. Mais je pensais pas que ce jour, il serait beaucoup plus proche bien sûr. Que ce que je pensais. Donc voilà, après, écoute, lui, il a gagné son combat. J'ai vu un peu du coin de l'œil dans le vestiaire qu'il avait gagné son fight. Moi, j'ai gagné le mien. C'est surtout que là, maintenant, tu as un palmarès et un record, je pense, à une expérience qui font que même pour l'UFC, c'est envisageable pour même des runs vers le top 15, etc. Lui aussi, derrière, il a un beau palmarès. Je crois qu'il a à 14-0, mais on l'a vu sur le dernier adversaire. Ça te fait pas peur. Je sais que c'est pas à prendre en ligne de considération. Ça me gêne pas, pour te dire la vérité. Ça, je sais, mais du coup, ce que je sais aussi, c'est que je pense que l'UFC a des ambitions sur le gagnant de ce fight. Parce que logiquement, on ne boucle pas un fight comme ça. Dans l'histoire, tu regardes tous les événements tous les week-ends, tu sais généralement ce que ça veut dire quand on fait affronter deux aussi beaux records qui ne sont pas encore dans le ranking ou dans le top 15, ça implique derrière entre guillemets un push. Est-ce que tu as ce sentiment-là que c'est ce combat le plus important Parce que maintenant, ton run vers l'UFC, tu l'as fait, mais maintenant, c'est quoi la suite de tes ambitions? Et est-ce que ce combat, c'est le premier pas vers la suite de tes ambitions? Alors avant, je t'aurais dit que non, je pense pas forcément. Il y a de ça 3 semaines, je pense, je t'aurais dit ouais, non, je pense que c'est juste, ils ont calé 2 gars, ils se sont dit on va voir ce que ça donne et tout. Donc avant, non. Après, tu sais, il y avait eu le Petroyan devait combattre Son Yadong, il s'est blessé et on m'a proposé Son Yadong. Okay. Et donc, je me suis dit, bon, on prend un peu au sérieux quand même. Bien sûr. Tu vois, c'est bien, je suis plaisir à entendre. On prend un peu au sérieux et tout. Donc, je me suis dit, donc, ouais, peut-être qu'en fait, finalement, il y a peut-être un peu plus d'enjeux que ce que je pensais sur ce fight. Vous représentez 2 pays, 2 nouveaux marchés chacun, 2 gros palmarès, jeunes aussi, dans le prime physique, donc forcément... Moi, je n'avais pas tout ça en tête, pour te dire, je ne faisais pas autant de calculs. Moi, ce que je me suis toujours dit le jour où je reviendrai à l'UFC, c'est que je prendrai les combats. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de calcul, pas de stratégie. En termes de carrière, je parle. Pas de calcul ou de stratégie. Je vais juste faire en sorte de dire, écoutez, moi, je m'entraîne pour battre n'importe qui. Donc, donnez-moi n'importe qui. Quoi qu'il arrive, je dirai jamais non. Je dirai toujours oui. J'affronterai tous ceux qui se mettent sur mon chemin. Et puis voilà. Et puis, je sais que j'ai mon objectif. Et je veux continuer sur mon objectif. Et tous ceux qui sont sur ma route, l'idée c'est de les battre un peu comme dans un jeu vidéo où tu montes palier par palier et il y a un gars que tu dois étape par étape, comme dirait Benoît. C'est ça. Donc c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Et donc que ce soit Charat ou un autre, pour le coup, pour moi c'est une étape, quoi. C'est aussi pour ça que je ne reste pas forcément longtemps concentré sur un fight, quoi. C'est-à-dire que
je vais avoir ma fight week, je vais combattre, le combat passe, je vais mettre 1 ou 2 photos et puis fin, quoi. Tu vois, je passe à autre chose et je suis déjà concentré sur alors qui je peux affronter, tu vois. Bah justement, c'était ma prochaine question. Mais je sais qu'on est d'accord sur un point parce que je suis sur RMC tous les samedis. Ouais. La catégorie Bantam, c'est une des plus belles actuellement, je trouve, au niveau à l'UFC. Il y a quelques beaux noms dans le top 10. Je sais que forcément, tu dois déjà te visualiser face à certains. Comment tu la vois et est-ce que vraiment c'est un top, allez, je vais aller plus loin, un top 10 qui te paraît accessible avec ton niveau actuel? Ou est-ce qu'il y a des mecs, je sais très bien, je connais la réponse que non, tu veux esquiver personne et bien sûr tu as peur de personne, c'est un mot banni, mais il y a des gars que tu aimerais plus affronter que d'autres où tu te vois vraiment être compétitif face à tous les mecs de cette caté. Aujourd'hui, il y a des gars, je pense que, et ça c'est mon coach mental encore une fois qui me l'a appris, il faut être honnête envers soi-même et envers ses compétences et performances. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des profils qui ne sont pas forcément le mieux adaptés à moi. Mais la vérité d'aujourd'hui n'est peut-être pas celle de demain, tu vois. Donc, du coup, il y a des fights où clairement, si j'arrive sur ce fight-là tout de suite, ça peut être compliqué, tu vois. Après, un combat n'est jamais sûr, comme on dit souvent, il peut tout se passer, tu vois. Mais ça peut être compliqué stylistiquement parlant, tu vois. Maintenant, ces styles-là, ils sont dans le top 5. Donc, a priori, je ne vais pas arriver tout de suite dans le top 5. Donc, enfin, affronter un gars du top 5. Donc, il n'y a pas de souci que pour ça, le temps que j'y arrive, je serai prêt pour ça. Sinon, sur le top 15 et le top 10, c'est un top assez ouvert. C'est-à-dire que le 13e peut être compliqué, mais le 12e, il peut être plus accessible. Et je pense que c'est un petit peu partout dans les divisions. La division bantamweight à l'UFC, elle est très relevée. Et je pense même que c'est même pas que le top 15, c'est le top 20 même qui est fort, top 20, 25. Le truc, on parle beaucoup de la catégorie lightweight, qui est aussi relevée. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a plus de stars, en fait, dans la catégorie lightweight. Donc, c'est pour ça qu'on la voit un petit peu plus, mais il y a plus de profils vieillissants. Tu vois, c'est-à-dire que le top 5, finalement, c'est un top 5 un peu vieillissant, avec Chandler, avec Il y a des jeunes. Il y a Umar Nurmagomedov, il y a Cory Sandhagen. Là, nous, on a des gars qui non seulement sont forts et sont en pleine bourre, quoi. Donc, comme tu viens de dire, Cory Sandhagen qui est très fort, Umar Nurmagomedov qui monte en puissance, Qui etc. devaient s'affronter les deux d'ailleurs. Ouais. Après, Nurmagomedov s'est blessé. À voir comment il revient d'ailleurs de sa blessure. Et juste petit parallèle sur les blessures, c'est une des bonnes choses, je dirais, de ma division, c'est qu'il y a beaucoup de gars forts, mais les gars sont aussi très fragiles à la fois. Je sais pas, ça c'est bizarre, mais en fait, il y a beaucoup de blessés. C'est-à-dire que ça se blesse beaucoup, genre. Tu vois, et donc, du coup... Tu penses que les cuts, les mecs veulent trop cutter et au final, ils ont des profils pas de bantam? Ouais, peut-être que c'est ça, mais je pense que c'est une catégorie qui va subir du mouvement dans les 2-3 ans à venir, parce que tu commences à avoir déjà des montées de catégories. Alors après, tu as des montées aussi dans l'autre sens. Donc, comme par exemple Figueiredo qui est monté à 61, mais par exemple, tu as Sterling qui monte à 66. Donc il y a quand même une grosse tête de série qui saute, et je pense que c'est un espèce de roulement comme ça et que ça va s'aérer un petit peu. En attendant, on verra ce que ça donne, mais clairement, il y a peut-être un nom ou deux que je trouve un peu compliqué dans le top 5, mais sinon, je pense que globalement, je les bats tous. C'est vraiment l'idée que j'ai, et très sincèrement, enfin, je ne le dis pas pour faire genre, quoi. Je le pense vraiment. C'est-à-dire que je pense que je peux tous les battre. Le champion actuel, Sean O'Malley, il a eu un petit run facile, tu as l'impression, ou c'est mérité, ou tu penses qu'il aurait dû encore combattre 1 ou 2 fois avant d'accéder au title shot? Après, rien n'enlève à sa victoire contre Sterling, mais ma question c'est, pour arriver jusqu'à Sterling, est-ce que pour toi ça a été legit ou il a quand même eu un Dana White privilege? Alors je dirais pas qu'il a eu un Dana White privilege, mais c'est juste que les match-ups sont bien tombés, et en fait il a bien démarré dès le départ. Et même au moment où il aurait été, parce que tout le monde disait qu'il fallait lutter, mais même au moment où il est arrivé sur des profils lutteurs, parce qu'il y a eu 1 ou 2 combats quand même qui ne sont pas simples. On a l'impression que tout a été facile, mais non, il y a eu quand même 1 ou 2 combats pas simples. Sauf qu'en fait, ce qu'il avait fait avant lui a servi pour
Après, les gars arrivaient dans la cage où ils étaient déjà un peu impressionnés, ils avaient été déjà un petit peu battus, ne serait-ce parce qu'ils savaient qu'il y avait O'Malley en face d'eux, tu vois. C'est un petit peu à l'époque, sans faire de comparaison entre Tyson et O'Malley, tu vois, mais un peu à l'époque où tu as des gars qui perdaient leurs moyens en se disant ah, il y a Tyson en face de moi, tu vois. Ouais, c'est chaud, et O'Malley, c'est ça, c'est que quand tu affrontais un gars où tu sais qu'il connecte dur et tout, etc., bah, du coup, tu sentais que tu avais certains combattants qui se posaient des questions et c'était plus forcément aussi fluide que d'habitude. Après, pour moi, le combat contre Petroyan est discutable. Maintenant, je pense que c'est une question de lecture de qui passe sur ce combat-là, mais malgré tout, ça reste un combat discutable. Mais il faut saluer une chose, c'est qu'il sait répondre présent sur les grands rendez-vous et surtout, bah, quand il faut, il sait être là. Je viens de te dire que le combat de Petroyan était discutable. Malgré tout, quand il a fallu montrer qu'il était là sur le combat de Sterling, on a vu qu'il avait du cœur. Il a prouvé. Il a été touché, on a vu qu'il avait un menton qui restait là, qui continuait à se battre même quand il était touché. J'avais une question et je trouve qu'elle est intéressante et je fais un parallèle avec moi cette année. J'ai eu de la chance parce que j'ai fait des bons pronostics, généralement des bonnes analyses sur les UFC et on me demande comment je fais, etc. Je vais briser la glace tout de suite. Je fais rien du tout, en fait, je regarde juste des combats tous les week-ends. Et toi aussi, je le sais, parce que tu es aussi commentateur, à quel point ne louper... Parce que concrètement, à part quelques exceptions, où je crois que c'est Je serais intéressé de ton pronostic sur mon fight. Hein, c'est vrai? Ouais. Bah, laisse-moi le travailler un petit peu. Je serais curieux d'écouter ton prono. Laisse-moi le taffer un peu et je le ferai, mais ma question, c'est en quoi, toi, ça te sert en fait, parce que je me suis toujours posé la question, je me suis dit, bon, moi je combats pas. Je me suis dit, putain, si je combattais avec tous les fights que je regarde, j'aurais des stratégies de ouf. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que le fait de voir tellement de fights tous les week-ends continuellement, ça t'aide dans ton approche tactique d'un combat? Ouais, en fait, ça aide beaucoup, ça aide dans plein de choses. C'est-à-dire que, alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis un fan de MMA avant d'être combattant, avant d'être consultant. C'est-à-dire que j'aime le MMA, tu vois, je kiffe ça et tout. Et donc, du coup, je suis beaucoup de fighters. C'est-à-dire que, globalement, je suis le MMA mondial. Après, ma KT, c'est encore autre chose, je la suis encore de plus près. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas que l'UFC. Je vais suivre l'Octagone, je suis le Cage Warrior, je suis mon ancien adversaire, je le connaissais depuis le Cage Warrior. Alors, pour le coup, je l'ai commenté. Bien sûr, mais je le connaissais avant même qu'il signe à l'UFC. Je savais déjà qui c'était, qui il avait affronté, le style de combat qu'il avait. Donc effectivement, sur l'appréhension des gars, tu gagnes du temps. Tu vois. Basharat, je le connaissais depuis l'Octagone, par exemple. Et donc du coup, après j'ai suivi, j'ai vu qu'il avait fait son combat au Contender Series, son frère aussi, etc. Mais du coup, tu gagnes du temps, je pense déjà sur le fait, tu sais qui est qui, pour commencer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la plupart des gars, je les ai déjà tous commentés et analysés, du coup. Et puis aussi, je pense que ça te permet de comprendre les erreurs qui sont les plus fréquentes. Ouais, on l'entend souvent quand tu commentes aussi des fois. Quand tu es en train de commenter, tu vois que des fois, tu as vraiment envie d'aller dans le corner du mec et de lui dire fais pas ça, ou tu es étonné de certaines réactions. Tu vois la bêtise arriver, tu sais, tu vois le truc et tu vois la bêtise arriver, tu te dis mais pourquoi il fait ça? Tu vois, pourquoi et qu'est-ce qui lui passe par la tête, quoi? Pourquoi tout d'un coup il se met à faire ce truc-là, tu vois? Donc sur ça, parfois, je suis agacé de me dire mais qu'est-ce que tu fais, quoi? La dernière que j'avais en tête, j'ai plus le nom du mec, mais c'est un light heavyweight qui gagnait son combat contre Krylov. Je sais pas si tu as ce souvenir, et il rentre, à un moment Krylov est sur le dos, et il rentre, il essaye de lui mettre une droite en descendant en grand and pound, et il plonge dans son triangle, qui est vraiment le... Je sais, mais parce que tout le monde rigolait comme ça, même sur le chat et tout. J'étais sur RMC, et c'est vrai qu'il y a des fois des fights où... Là où tu te dis, mais... Le mec a une arme, c'est son triangle, et tu sautes dedans à la fin du troisième quand tu gagnes tout le fight. Ou le mec est bon en lutte, t'as esquivé la lutte tout le combat, tu le connectes, tu le touches, il est sonné, il se met à danser, et tu luttes. Ouais. Et ensuite, il retrouve ses esprits, tout ça, et tu te mets une position et t'es sur le dos. Et tu regardes ça comme ça et tu te dis, waouh, c'est fou. Ouais, même les coachs, je pense que des fois... Mais c'est drôle parce que des fois, je vois le taf de commentateur, mais il y a l'incompréhension du fighter qui est là à dire oui, pourquoi après, il y a aussi ça. Mais mais je pense que je pense que le fighter, c'est le leader du groupe. C'est-à-dire qu'on dit le head coach et tout, mais malgré tout, c'est le fighter qui a les sensations et qui sent le truc et tout. Et je pense que le head coach, il est là pour diriger, mais à la fin,
la décision finale, ça doit être le fighter qui la prend, tu vois. Tu es à 180 sur l'autoroute, il se passe un truc, il faut que tu réagisses tout de suite. Tu peux pas poser la question, je fais quoi? Je tourne ou je freine? Tu vois. Enfin, tu dois. Et je pense que c'est un petit peu ça, ce qui se passe dans le combat. C'est-à-dire que ton head coach, il te donne la ligne directrice. C'est ton copilote. Il te donne la ligne directrice. Il te dit, OK, ça, attention à ci, attention à ça, machin. Mais le volant, c'est toi qui l'as dans les mains, tu vois. Exact. Et je pense qu'il faut quand même avoir ce petit côté-là, un peu où tu sais ressentir ce qui se passe et quel choix il faut faire aussi, tu vois. Mais voir autant de combats, ouais, ça aide. Franchement, ça aide. Ça t'aide à mieux comprendre les règles aussi. La lecture que tu peux avoir, par exemple, il y a certains combats où les gens ils vont dire non, il s'est fait voler, non, c'est plutôt lui. Et en fait, à force de voir des combats, à force de voir les règles, à force de voir la méthodologie d'arbitrage aussi, tu comprends mieux que là, on se dirige vers une défaite à la décision qui sera plutôt crédit d'un tel que d'un tel, tu vois. Donc, ça aide aussi là-dessus. Une dernière question pour conclure. 2024, c'est quoi les objectifs du coup? Admettons, on se retrouve décembre 2024. Décembre 2024. Où est Taylor Lapillus? Top 15, top 10? Écoute, j'ai des objectifs. Tu veux combattre combien de fois déjà cette année? Comme tout fighter, j'aimerais combattre 3, 4 fois peut-être. Mais déjà, si je combat 3 fois, c'est pas mal. Ouais, là, l'UFC, il me faut combattre en janvier, donc c'est bien parce que c'est du début d'année, tu vois. Donc du coup, c'est presque un combat qui compte pas dans l'année, on peut dire, puisque en fait, à 15 jours près, on est encore au mois de décembre. Donc, oui, bien sûr. Donc c'est presque un fight qui compte pas dans l'année. Donc du coup, je me dis ok, que après ça va dépendre de ton état physique, des résultats aussi, forcément. Mais dans un monde idéal, pourquoi pas faire un combat vers fin janvier, ensuite avril, mai, mars peut-être. Tu vois, ça dépend aussi de comment ça se passe. Ce qui ferait un super retour pour septembre potentiellement. C'est ça, exactement. J'ai des objectifs. Après, j'ai pas forcément trop envie de communiquer sur ces objectifs-là pour plein de raisons différentes, tu vois. Il y a aussi un problème peut-être de légitimité un petit peu, ou de me dire que pour le moment, dire mes objectifs, ça va être interprété comme peut-être un peu d'arrogance ou je ne sais pas. Alors je vais me permettre. Mon analyse, c'est que je pense que l'UFC va essayer de bien mettre en avant le prochain gagnant de ton fight, le 13. Franchement, ouais, je pense aussi. Ça a beaucoup de sens parce qu'ils n'auraient pas de sens de faire prendre le risque qu'un de vous perde à ce moment de cette carrière si ce n'était pas pour vraiment lancer quelqu'un vers le top. En tout cas, c'est l'impression générale. C'est-à-dire que j'ai discuté quand j'étais à New York avec des médias américains qui avaient un petit peu la même vision. Et globalement, ce qu'on se dit un peu, c'est que voilà, le gagnant de ce combat pourrait se voir proposer un combat pour le top 15. Ce serait magnifique. Et est-ce que tu comptes aller à Las Vegas un peu plus tôt? Je te le conseille. Parce que si, je vais arriver plus tôt à Vegas. Ouais. J'y suis allé pour 4 jours, c'était affreux. Non. J'ai fait 4 jours, mais c'était affreux. Je n'étais pas encore remis du décalage horaire quand je suis reparti. Donc, on va partir avant. On va essayer de partir 10 jours avant. Ouais, du coup, comme ça, on est à peu près dans le principe de 1 heure par jour de décalage, tu vois. Et voilà, donc on va mettre tout de notre côté. Je pars avec plusieurs membres de mon équipe, donc j'ai un staff un peu agrandi, un peu complet, ouais. Et puis on part un peu en avance. Profiter un peu. Damien sera là aussi, mon frère, qui n'était pas là sur Paris. Là, il sera là, donc tu vois, voilà, c'est un peu le retour de la Team Rocket, tu vois. Vous êtes toujours l'un dans le coin de l'autre? Ouais, toujours. Et là, ça n'avait pas pu être le cas, malheureusement, à Paris, mais ça y est, là, il est de retour. Ça vient de là, le double impact? Ouais, exactement. Tu sais d'où je sais ça? Ça va, je pense, te ramener des souvenirs. Une interview que vous aviez fait à l'époque sur la chaîne Combat Sport. Ah, et tu vois, c'est devenu SFR Sport et maintenant, c'est devenu RMC Sport, voilà. C'était sur Combat Sport à l'époque où vous aviez fait une interview. C'était tout jeune. C'est la première fois que je vous avais vu que vous existiez dans le panel. Non, on est là depuis longtemps, on ne se rend pas compte comme ça, mais on est là depuis longtemps et c'est une performance en soi, je trouve, d'avoir eu autant de longévité et de surtout être encore actif et compétitif. Tu vois. Moi, je suis plus très bien, je suis pas trop vieux, tu vois, mais Damien qui est un peu plus âgé et tout, il est encore là, il a fait champion Ares, c'était cette année ou l'année dernière? L'année dernière. L'année dernière, ouais.
fin d'année dernière ou début de cette crois, année. Il a fait champion à Reims et tout. Et D'ailleurs, sur une grosse perf. ouais. On était cage side sur celui-là, c'était sympathique Donc, l'ambiance. du coup, voilà, quand tu vois ça, tu te dis, bon, on a encore des trucs à faire. On a encore des trucs à faire et moi, je suis content parce que je pense que c'est le moment. Tu vois, j'aurais pu signer ailleurs, signer dans une autre organisation qui allait possiblement plus me payer, tu vois, et c'était le cas, genre. Donc, Non, mais l'histoire est belle. j'aurais pu plus. Mais je pense que mon histoire avec l'UFC, elle n'était pas terminée. Donc on va voir si j'ai eu tort ou raison. Je pense qu'elle l'est pas, et tu l'avais dit aussi dans une autre interview. Je pense que Morgan est du même bois. Benoît aussi, vous faites partie des rares qui. Bien sûr, l'argent c'est important, on va pas refaire tout ce discours-là, mais vous faites partie des rares qui se lèvent le matin, pas forcément uniquement pour le chèque. Il y a une question de legacy, j'ai l'impression, ou de gloire et de prestige avec l'UFC que vous allez chercher. Et j'ai l'impression qu'aussi ça crée des carrières un petit peu différentes quand elles sont animées par ces ambitions-là plutôt que juste une ambition pécuniaire, tu vois. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, tu sais, j'ai pas forcément besoin du MMA pour vivre, quoi, tu vois. Donc, si c'était juste une question pécuniaire, je me concentrais sur d'autres activités et je gagnerais possiblement ma vie comme ça. Et je fais ça vraiment parce que j'aime ça, c'est en moi, tu vois. Et j'ai besoin de ça, pas financièrement, mais j'ai besoin de ça, genre, dans ma vie, tu vois. Et je pense clairement que moi, je mets le challenge sportif avant l'argent. Tu vois, c'est-à-dire faut bien sûr qu'il y ait un équilibre entre les deux. Si tu me dis, je vais te payer 1 000 € par combat, bon, ça marche pas, tu vois. Mais je mets vraiment le challenge sportif. Pour moi, il a autant d'importance que l'argent. J'aurai le temps, de toute manière, de faire le mercenaire, entre guillemets, j'appelle ça, aller signer dans une organisation qui va grassement me payer et baisser le curseur. Mais très sincèrement, je pense que le challenge sportif, il a à mettre en avant. Tu sais, avant de te re-signer à l'UFC Paris, j'avais une discussion avec Franck Gastambide. Et il me disait, alors, tu combats pas? Et je lui disais, bah, je sais pas trop et tout, pour le moment, c'est un peu chelou. Et il me dit, bah, au pire, va signer ailleurs. Et je lui disais, ouais, je pourrais, tu vois, mais c'est à l'UFC que ça se passe en vrai. Ouais, surtout que tu le sais, en fait, quand on regarde les events et qu'on suit c'est ça. Ça veut dire que même, il y a beaucoup de gens qui spéculent, mais même quand tu prends le MMA sur le long terme, on va dire même ces 10 dernières années, la plupart des gros faits d'armes vont ou être de l'UFC ou attribués à des mecs qui sont signés ailleurs, mais qui sortent de l'UFC, si tu réfléchis. Du coup, c'est assez important, je pense, de le souligner. C'est eux qui ont la main, tu vois, quoi qu'on en dise. Après, voilà, il y a des organisations qui montent, peut-être dans quelques années, ils leur font de l'ombre, tu vois. Mais pour le moment, c'est eux qui ont la main et je pense que c'est là que ça se passe. Si tu vas affronter les meilleurs combattants du monde, faut aller aux meilleurs endroits. Ils sont à l'UFC. Merci beaucoup Taylor, c'était un réel plaisir pour moi de pouvoir faire cette interview, je suis très content. Écoute, merci à toi, j'espère que tu as kiffé l'interview. Ouais, elle va être bien, va sur tous les gens et n'hésitez pas aussi à vous abonner, je le dis jamais et j'oublie, donc abonnez-vous, faites tout ce qu'il faut. Vous pouvez aussi aller sur tes réseaux, je vais les mettre en description. Okay, merci. Et nous on va suivre tout ça le 13 janvier, rendez-vous. UFC, ce sera tôt, je pense que c'est à Las Vegas, donc généralement ça commence vers minuit, 1h du matin. Ouais, je pense que ce sera ça à peu près. Tu es sur la carte principale, préliminaire, écoute, tu sais? Je n'en sais rien du tout. J'ai vu la carte, c'est pas impossible qu'on soit en main, tu vois. Ok, cool. Au vu des combats qui sont annoncés pour le moment, je crois que le main event c'est Ankalaev Walker 2. Walker 2, ouais. Ça c'était un peu mal fini. Ouais, c'est vrai. Donc du coup... Je pense que le main event, c'est ça. En tout cas, ils sont annoncés sur la carte. Et j'ai vu les autres fights. A priori, logiquement, on devrait être sur la main. Tu vois. Pas d'autres Français sur... Pour le moment, non. Pas sûr qu'il y en ait d'autres parce que William est booké. Nassourdine est booké sur la même carte. Nassourdine est booké sur la même carte que William. Yanis, pas trop de news. Benoît, bon, je pense que Benoît, on est bon. Et puis, non, ça va aller. Ouais. Et ouais, en fait, il y a Yanis et Fares, pas forcément trop de news. Ouais, c'est ça. Il reste que ces deux-là, potentiellement. Là. Ouais. Bon, donc à voir ce que ça donne. À voir ce que ça donne, ouais, effectivement. Peut-être, mais bon, là, on arrive à 6 semaines. Il y a encore le temps pour booker quelqu'un, mais bon, je pense que si il devait être sur la carte, a priori, il les aurait déjà placés, quoi. Ok.
Bah, merci beaucoup et on se retrouve d'ici là et j'espère que tu vas performer. Bah, écoute, mieux possible. j'espère aussi. Et, merci pour l'interview. Il n'y a Merci pas de beaucoup, souci, c'est un merci, à la plaisir. semaine prochaine. Ciao, ciao.